La perle du réveillon, c'est elle, l'huître. Croquée vivante, avec un zeste de citron, elle est un concentré d'océan de la gastronomie française. Ça ouvre l'appétit, c'est sympathique, quoi. Je veux dire, l'huître, c'est toujours sympathique, on a toujours envie d'huître. 50% de la production est consommée pendant les 15 derniers jours de l'année. Les huîtres, ça rime avec Noël, 31, réveillon. Donc je pense pas qu'on puisse se passer d'huîtres pour des réveillons. C'est le dernier animal que l'on consomme encore vivant, du 100% naturel. Les Français sont les plus gros mangeurs d'huîtres au monde. Ils en consomment 2 kilos par an et par personne. Et comme pour le vin, on parle de cru, de goûts et de terroir. Il y a autant d'huîtres, dit-on, que de producteurs. C'est doux, hein, ça caresse un peu ça caresse le palais. Une diversité qui plaît aux Français, champions du monde des consommateurs d'huîtres crues. Mais ces amateurs savent-ils vraiment ce qu'ils ont dans leur assiette? Car depuis quelques années, l'huître triploïde s'est invitée sur les bancs des poissonniers. C'est la Formule 1 de l'huître. Vous l'avez certainement déjà consommée sans le savoir, car elle représente près de la moitié de la production ostréicole française. On l'appelle la triploïde, des huîtres du futur, fabriquées dans des écloseries, sans véritable contrôle. Et comme par hasard, depuis leur introduction en 2008, la profession ostréicole subit de plein fouet une crise de mortalité sans précédent depuis 40 ans. De là à dire que les triploïdes ont empoisonné le milieu, certains ostréiculteurs le clament déjà haut et fort. Est-ce qu'il faut vendre son âme au diable? Moi, je le pense pas. Alors l'huître est-elle en train de vivre son dernier réveillon? Autrefois, la plupart des huîtres naissaient sur le bassin d'Arcachon. Spermatozoïdes et ovules se mélangeaient alors au gré des courants pour former des larves d'huîtres. Puis, comme les éleveurs qui emmenaient leurs bêtes dans les meilleurs pâturages, les ostréiculteurs déplaçaient leurs huîtres de région en région, car le coquillage, pour grossir plus vite, avait besoin d'une eau plus froide et plus riche. Direction alors la Normandie ou la Bretagne, et depuis quelques années, l'Irlande, le Portugal ou le Maroc. Après avoir grossi, les huîtres redevenaient françaises pour être commercialisées et vendues. Mais ça, c'était avant. Avant l'hécatombe de 2008. Les huîtres meurent avant de pouvoir être consommées. La famille Belloc élève des huîtres sur le bassin d'Arcachon depuis 1860. Des crises, elle en a connu quelques-unes, mais celle-ci pourrait bien leur être fatale. Denis perpétue la tradition ostréicole depuis 5 générations. Il est devenu l'un des plus gros producteurs de la région. Sur son parc du Cap Ferret, il a beau faire le tour de ses poches d'huîtres, partout le constat est le même. Alors celles-là, ce sont des huîtres que j'ai achetées. En Normandie. Voilà. Alors c'est joli, c'est mignon, c'est rond. Voilà, c'est une huître qui a été bien travaillée. Voilà, et puis là, ça c'est une huître qui a également eu beaucoup d'amour, celle-là aussi, mais voilà, une espérance de vie un peu plus courte que les autres. Il y a un virus, une bactérie qui les attaque, qui les fragilise surtout. Dès qu'il y a un changement de salinité, un coup de trop chaud, un coup de trop froid, voilà, elle meurt. Depuis 2008, on a eu un premier virus qui décimait les petites, le naissant, les juvéniles.
Et depuis 2 ans, là, on a une bactérie qui s'est rajoutée à ça. Alors l'un plus l'autre, voilà, le résultat, c'est un peu la misère. À la trieuse, Denis compte et recompte ses huîtres rescapées. Mais le compte n'y est pas. 70% de ces huîtres âgées de 3 ans, donc commercialisables immédiatement, sont mortes. Voilà, on fait que ça, sortir des coquilles, des coquilles et des coquilles. Voilà, et puis là, c'est pas du on dit, on raconte. Hein. Voilà, ça c'est... voilà. Voilà, ça c'est mort, ça c'est mort, ça c'est mort. Voilà. Voilà, donc on sort ça de coquilles pour ça d'huître. On est à la moitié à peu près. C'est 3 ans de boulot là qu'on met dans la benne là. Voilà. Là, ça on va pas la vendre. Celle-là non plus, celle-là non plus, voilà. Pas besoin de faire passer le légiste pour constater le décès. Hein. Ça remet réellement le métier en question, voilà, tout simplement. Là, c'est plus une histoire de morale, on se demande vraiment ce qu'on va faire dans les mois et les années à venir. Ce que vit Denis Belloc n'est pas un cas isolé. Tous les bassins ostréicoles français sont touchés. Arcachon, Marennes-Oléron, mais aussi la Normandie, la Bretagne, sans oublier l'étang de Thau. 50 millions d'euros de manque à gagner pour la filière en 2013. Qu'est-ce qui a changé dans le milieu pour provoquer une telle hécatombe? Pourquoi les huîtres succombent-elles tout d'un coup à un mal mystérieux? Et si l'huître, tout simplement, était devenue plus fragile? Pour tenter de remonter la piste de ce tueur d'huîtres, nous nous sommes rendus à la Tremblade, chez Ifremer, en plein cœur du bassin de Marennes-Oléron. L'Ifremer, c'est l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Un établissement public sous la tutelle du ministère de l'Écologie et de l'Agriculture. Tristan Renaud est responsable de l'unité santé, génétique et microbiologie des mollusques. Alors là, on va ouvrir une huître pour faire un prélèvement que l'on va conserver dans un fixateur, ce qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle de l'histologie et de rechercher différents types d'agents infectieux, donc des virus, des bactéries et des parasites. Sur les animaux de moins d'1 an, les animaux ce qu'on appelle du naissin, on a des mortalités qui sont associées à un virus, donc ce qu'on appelle OSHV1 pour Ostreid herpes virus 1. Et pour les animaux qui sont plus âgés, des animaux de pratiquement 3 ans, on observe aussi des mortalités, mais qui dans ce cas-là sont liées à la présence d'une bactérie qu'on appelle Vibrio esturianus. Au microscope électronique, le virus est partout dans l'huître. Et donc vous voyez que c'est une usine, le noyau là, de cette cellule qui est infectée, c'est une usine à produire des virus. Il y en a une multitude. Un virus associé à une bactérie qui décime les huîtres et qui infeste le milieu. On a pu montrer qu'une huître était capable de relarguer plusieurs millions de particules virales dans l'eau qui l'entoure. Et donc ces particules peuvent aller, ces virus peuvent aller et contaminer des huîtres qui sont autour de cette huître infectée. Donc la contamination peut aller extrêmement vite. Globalement, voilà, on peut se poser des questions avec des aspects de changements globaux. Donc, qu'est-ce que l'environnement peut avoir avec ces mortalités? On n'a pas de réponse, on a plutôt des questionnements. Pour Tristan Renaud, la mortalité des huîtres pourrait être liée à l'impact de l'évolution du climat et à la dégradation rapide de la qualité de l'eau. Peut-être. Mais pour d'autres, comme Jean-François Samin, le problème est ailleurs. Cet ancien chercheur de l'Ifremer, aujourd'hui à la retraite, fait le lien entre l'apparition des mortalités en 2008 et l'arrivée massive d'une nouvelle huître à la même époque, l'huître triploïde. Cet animal, né en laboratoire, est une création de l'homme. À la limite de la modification génétique,
car ce ne sont pas les gènes que l'on manipule, mais les chromosomes. Ces huîtres sont stériles et elles grossissent plus vite. 3 ans au lieu de 4 pour une huître sauvage. Mais peut-être ont-elles été lancées précipitamment sur le marché. En médecine, par exemple, où on s'intéresse beaucoup aussi aux maladies, quand on fait des recherches qui aboutissent à un nouveau procédé de traitement, le traitement lui-même prend pas mal de temps avant d'être mis sur le terrain, c'est-à-dire qu'il est validé. Moi, ce que je remarque, c'est qu'on est en 2014 et que, en fait, cette affaire-là, c'est-à-dire la mise en place de ce type de triploïde sur le terrain, n'a pas été faite après validation préalable. Les scientifiques de l'Ifremer se sont-ils précipités? Il faut dire que la concurrence avec les autres pays était féroce. Tout a commencé dans les années 80, aux États-Unis. Et plus précisément dans la baie de Chesapeake, au sud de New York. Au siècle dernier, les Américains produisaient 600 000 tonnes d'huîtres. Et puis soudain, l'apocalypse. Les huîtres disparaissent, victimes d'un virus. C'est grâce à Stan Allen que les huîtres reviennent dans la baie. Il est généticien et crée une ferme spécialisée dans la reproduction. C'est une écloserie. Je pense que nous devons abandonner cette vieille idée qui consiste à prendre une huître sauvage et à essayer de la réimplanter. Elle ne résiste pas aux maladies et finit par mourir. Il faut aller vers un système qui utilise des variétés d'huîtres améliorées, qui résistent aux maladies. Nous devons aller vers une culture artificielle des huîtres pour que nous ne soyons pas dépendants du essaim naturel. Nous pouvons faire tout ça avec les écloseries. Dans sa ferme laboratoire, Stan Allen ne se contente pas de sélectionner et d'améliorer les variétés d'huîtres. Il dépose un brevet pour une nouvelle race d'huîtres, la fameuse triploïde. Dans la baie, les ostréiculteurs revivent. Au même moment, en France, les chercheurs de l'Ifremer travaillent aussi sur l'huître du futur. À 8000 km des États-Unis, André Gérard invente aussi une huître triploïde. Au départ, les scientifiques français tâtonnent. Les premiers essais ne sont pas franchement concluants. La première étape de création de ces huîtres triploïdes, c'était dans les années 90 à 97. C'était une étape par voie chimique, c'est-à-dire que l'induction de la triploïdie se faisait à chaque génération. On prenait des huîtres femelles et on induisait la triploïdie avec un poison chimique. Un poison chimique. La méthode utilisée jusqu'en 1997 sera finalement abandonnée. Le produit utilisé était cancérigène pour les opérateurs. En 2008, les chercheurs de l'Ifremer mettent au point une autre façon de fabriquer des triploïdes. Cette technique fait aussi l'objet d'un brevet et consiste à croiser une huître diploïde avec 2 chromosomes et une huître tétraploïde avec 4 chromosomes. De leur mariage naîtra une huître triploïde avec 3 chromosomes. Stérile, cette huître grossit donc plus vite, mais en contrepartie, elle semble plus fragile. Attention, dans les événements qui sont produits en 2008, il y a eu ces changements de brevet et donc il faudrait se poser la question de savoir si un changement de brevet, un changement de technologie, il n'y a pas des marches qui ont été franchies un peu rapidement, sans précaution de l'impact que ça pouvait avoir sur l'animal et sa survie et sa fragilité par rapport aux pathogènes. Ce chercheur de l'Ifremer constate que les huîtres tétraploïdes, qui servent à fabriquer les triploïdes, ne survivent pas dans le milieu naturel. Dans un élevage en écloserie, on se débarrasse plutôt des queues de l'eau, c'est-à-dire celles qui sont plus petites. Alors justement, ils ont pu filtrer ces larves tétraploïdes parce qu'elles étaient plus petites que les diploïdes et les triploïdes. Et ce sont celles-ci qu'on a conservées. C'est celles-ci qu'on a conservées, qu'on a élevées et avec lesquelles une partie des tétraploïdes qui ont été mis à disposition à la profession sont issus de cette technologie. Cette huître au patrimoine génétique faible
sert à fabriquer les huîtres triploïdes françaises. Il n'y a qu'un seul endroit où l'on peut s'en procurer, c'est à l'Ifremer. Les seules habilités à les élever et à les commercialiser. Nous retrouvons Tristan Renaud dans une salle spécialisée du laboratoire de la Tremblade. Alors là, on a en fait plusieurs bacs dans cette salle-là. Donc tous les bacs sont dédiés à la production de tétraploïdes. Donc voilà en fait comment se présentent des huîtres tétraploïdes. On ne peut pas les différencier des huîtres diploïdes. Et donc ces animaux-là en particulier sont produits pour être, pour certains, envoyés aux écloseries commerciales. Des huîtres sous haute surveillance, badgées et pucées, elles ne servent qu'une seule fois pour la fabrication des triploïdes. Chaque animal qui est envoyé à une écloserie est identifié de cette manière-là. Et donc les professionnels doivent nous renvoyer les coquilles ou les animaux. Et donc quand on va les recevoir, on va les identifier, on va bien vérifier que c'est les animaux qu'on a envoyés. Donc là, simplement pour qu'effectivement, les professionnels ne gardent pas dans leurs installations des animaux tétraploïdes vivants, puisque les animaux tétraploïdes sont capables de se reproduire. Ces huîtres-là sont dangereuses. Car si une seule de ces tétraploïdes se retrouvait dans le milieu naturel, elle pourrait alors stériliser en quelques années les huîtres sauvages. Ces super huîtres sont vendues 2 000 € pièce à des écloseurs pour fabriquer des huîtres triploïdes. Éric Marissal, à la tête d'une des plus grandes écloseries du secteur, est justement en train de faire naître des triploïdes. Dans chacun des 2 bacs qu'on va vider aujourd'hui, on a 250 millions de larves qui nagent et qu'on va emmener dans la salle de métamorphose. Les larves, c'est des petits grains noirs, c'est des petites larves d'huîtres qui font 0,2 mm. Ce sont des larves d'huîtres triploïdes, oui, oui, oui. Dans chaque pot, on a 20 millions de petites larves. Donc là, il y a 5000 tonnes d'huîtres potentielles dans cette petite bassine. 5000 tonnes d'huîtres, soit plus de la moitié de la production annuelle du bassin d'Arcachon dans ces éprouvettes. Pour arriver à de tels résultats, Éric Marissal a investi dans une usine de production ultramoderne et utilise des méthodes d'élevage qu'il n'a pas peur de revendiquer. On utilise, sur un élevage larvaire, il doit y avoir 3 périodes précises pendant lesquelles on va utiliser un antibiotique pendant une journée. Voilà. Celui qui dit « j'utilise pas d'antibiotiques en élevage », c'est un charlatan. Soit c'est un menteur, soit c'est un très mauvais éleveur qui fait des produits de très mauvaise qualité. Les antibiotiques, une barrière thérapeutique indispensable selon lui quand on veut faire de l'élevage. Quand il s'agit de faire de la production de masse, les animaux sauvages sont totalement incompétents, ainsi que les végétaux sauvages d'ailleurs. Tout est domestiqué. Chez Éric Marissal, on fait de la sélection génétique à tous les étages pour arriver à une domestication de l'huître. La seule façon, selon lui, d'élever des huîtres est de vaincre les mortalités. C'est des maladies de l'élevage des hommes, ce n'est pas des maladies de l'espèce sauvage. C'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que quand on élève des animaux sauvages, on se heurte à une quantité impressionnante de maladies qu'ils ont sur le dos en permanence et qui sont des maladies importantes pour les équilibres naturels, parce que sinon c'est des espèces envahissantes. Quand on veut les élever et qu'on part avec des animaux sauvages, eh bien, à un moment donné, quelle que soit la technique qu'on va employer, à partir du moment où elle se répète, vous aurez une maladie ou 2 maladies qui vont se dire, dans ces contextes-là, on est très bon, et qui vont se mettre à tuer. Et vous allez finir par avoir des élevages qui vont subir des épidémies. C'est ce qui est en train de se passer. Chez les écloseurs, on pense qu'il faudra choisir entre les huîtres naturelles sauvages et les huîtres nées et élevées en laboratoire. Car la cohabitation semble difficile dans le milieu naturel. Stéphane Angery est le directeur de France Naissain et de Vendée Naissain, l'un des leaders sur le marché des écloseries. Depuis 20 ans, leur nombre n'a cessé d'augmenter. Elles sont plus d'une vingtaine aujourd'hui en France. Stéphane Angery en est aussi leur président.
Depuis 2008, sa profession est souvent montrée du doigt par les ostréiculteurs. Les écloseurs sont accusés d'avoir propagé les maladies avec la diffusion des huîtres d'écloserie, et notamment des huîtres triploïdes. C'est absolument pas fondé. Absolument pas fondé. Aujourd'hui, on ne peut pas dire ça parce qu'il n'y a rien qui prouve quoi que ce soit. Écoutez, aujourd'hui, toutes les espèces, qu'elles soient animales, qu'elles soient végétales, ont des maladies. C'est ainsi. C'est ce qui fait même évoluer les espèces. Aujourd'hui, on a des maladies à tout moment. Et dire qu'aujourd'hui, tous les maux de l'ostréiculture sont liés aux produits d'écloserie et notamment à la triploïde, c'est complètement infondé. Mais là, on se trompe complètement de discours. Pourtant, cette profession qui travaille sur des organismes vivants n'est ni réellement contrôlée, ni réellement encadrée. N'importe qui peut du jour au lendemain devenir écloseur. Ce que nous confirme Gérald Viau, le président du CNC, le Centre national de la conchiliculture. Ce que je regrette dans l'histoire de ces triploïdes, c'est que le produit a été mis dans le milieu sans avoir de suivi et sans avoir un réel encadrement pour contrôler les effets ou positifs ou négatifs, peu importe quoi. Mais il y aurait dû y avoir un suivi et il n'y a pas eu de suivi. Comme les écloseries aujourd'hui n'ont pas un encadrement législatif, un encadrement de contrôle, etc. Vous êtes dans tous les établissements d'expédition, par exemple, vous avez les vétérinaires qui suivent, vous avez la DDTM, vous avez comment dirais-je, la DCCRF aussi qui règne là-dedans, qui a son œil, vous avez tous les services de l'État qui mettent leur nez, à juste titre. Et en écloserie, demain, moi je veux faire une écloserie, il n'y a rien, il n'y a aucun encadrement, quoi. Je monte mon écloserie, je peux le faire. N'importe qui peut faire son écloserie. Et quand on interroge le ministère de l'Environnement, à la Délégation générale des pêches, c'est silence radio. On ne communique pas sur le sujet, car il est sensible. Doit-on alors avoir peur de cette huître triploïde? Pour le savoir, nous nous sommes rendus en Irlande, le nouvel Eldorado des ostréiculteurs français et le paradis de la triploïde. Si les Irlandais ne mangent pas d'huîtres, ils en produisent en association avec des professionnels français. Ils sont même devenus le deuxième producteur européen. Ce soir, Nicolas Tessier a quitté la région de Marennes-Oléron il y a une dizaine d'années pour s'installer ici, à Galway. Ce matin, il ne prend pas la direction de son parc, mais celle du Festival mondial de l'huître. Il consacre le champion du monde des ouvreurs d'huîtres. 3, 2, 1, go! This is really... Paulie, we've 24 from Ireland. Our Irish champion has 24. 24 for Ireland. 20. 16 for Finland. 29 for Denmark. 5 Loister for Denmark. Nicolas, fils et petit-fils d'ostréiculteurs de Marennes-Oléron depuis 5 générations, ne mange pourtant pas d'huîtres. Et sa femme non plus d'ailleurs. J'adore les cultiver, mais je les mange pas, non. Cuites, j'arrive à les manger cuites, mais... Nicolas n'a pas le temps de s'éterniser à la fête de l'huître, car il vient de recevoir par camion frigorifique des petites huîtres d'écloserie qu'il doit rapidement installer sur ses parcs. Ça, c'est du naissin. Du naissin qui arrive de France. Nos fournisseurs principaux sont en France, toutes les écloseries sont en France. C'est des bébés huîtres, qui ont quelques mois, quoi, entre 2 et 4 mois. L'Irlande se mérite 260 jours de pluie par an. Le reste du temps, c'est la grisaille, avec parfois un soleil timide entre deux ondées. Alors aujourd'hui il fait beau, mais la plupart du temps c'est vent et pluie tous les jours. Le climat peut être pesant par moment, mais
c'est facile aussi parce que pour l'ostréiculture, ici, c'est le paradis. Ici, on travaille sur à peu près 20 hectares de parc. On met à peu près environ 20 millions de bêtes, 20 millions de naissins tous les ans. Des hectares et des hectares d'étendues d'eau de mer ouverts sur l'océan. Et sur les tables, des milliers d'huîtres triploïdes. On fait essentiellement triploïdes, et majoritairement sur les parcs ici. On fait triploïdes à 70-80%. On répond à la demande surtout du marché. Hein. Donc, moi, on me demande de la triplo, donc je fais de la triplo. Ça fait 2 années, deux étés de suite où on a quand même une croissance qui est relativement bonne, hein, parce qu'on a le climat après qui s'y porte. Hein, ça après on maîtrise pas, nous c'est Dame Nature hein, qui fait les choses. Donc après toutes les années se suivent, ne se ressemblent pas. Vous avez très peu de mortalité en France, hein? Oui, très peu de mortalité. Oui. On a pour ainsi dire rien. Sur certains lots, on n'a rien. On n'a plus de mortalité. On n'a rien. Rien du tout. Une situation enviable qui s'explique selon Nicolas par des eaux froides et une faible densité de parcs ostréicoles. Non, on est tout seul, il n'y a personne. On a notre premier voisin qui est en face, qui est à 5 km, quoi. Des zones comme ça où il n'y a personne, ça n'existe pas, on ne peut pas retrouver ça en France, non. C'est fini. Bon allez, on y va. Nicolas reçoit aujourd'hui des clients de Marennes-Oléron venus voir ces huîtres triploïdes qui poussent si bien et qui ne crèvent pas. On contrôle le poids des poches pour voir la croissance qu'il y a eu en fait, pour avoir une petite idée du stock qu'on a sur les parcs. On a quand même eu une forte croissance. Quand on les a mis, on peut voir, on voit la coquille qui est plus foncée, elles étaient à peu près comme ça. Et là, elles ont pris dans l'été, elles ont pris ça en pouce. Donc, c'est quand même avec des croissances relativement bonnes. Il n'y a pas du tout de mortalité, juste une qui a été brutalisée, mais non, il n'y a pas de mortalité. Vraiment, le milieu est très favorable puisqu'il n'y a absolument aucune perte. C'est étonnant. Oui, c'est vrai que c'est surprenant. Oui. Le milieu naturel est-il plus favorable en Irlande? Certainement. Mais c'est surtout l'absence d'huîtres naturelles porteuses de virus et autres bactéries qui pourrait expliquer la survie des huîtres triploïdes. Retour en France, dans le golfe du Morbihan. 10 000 tonnes d'huîtres sont produites chaque année ici. Yvonique a choisi d'élever ses huîtres à l'ancienne. Comme le faisaient son père et son grand-père, il cultive l'huître au sol, autour de l'île d'Ar. Des huîtres qui naissent en mer et qui sont élevées ici sur ces tubes. Ça, c'est du naissin. Ce sont les collecteurs. Avec les huîtres dessus, alors, il y en a des toutes petites. Hein. Là, il y en a une, là, il y en a une autre. Là, il y en a plein, ouais. Il y a vraiment des toutes petites. Il y a eu du captage en juillet, en août et certainement en septembre. Yvonique a choisi d'élever du naissin sauvage et de laisser faire la nature. Une pratique courageuse par les temps qui courent. On navigue à vue, à 50% de mortalité sur le naissin, on est content, 70% on est dans la moyenne, on est à 90%, bon, un an c'est dur, il ne faudra pas que la mortalité augmente, enfin qu'elle arrive à 90% sur plusieurs années, parce que les entreprises ostréicoles ne tiendront pas. L'huître au sol, c'est l'huître sauvage par excellence. À peine plus d'une huître par mètre carré sur un sol de sable et de gravier. Ouais. Devenus très rares à cause des prédateurs, ils ne sont plus que quelques-uns à les élever. Faire une huître sur le sol, donc je continue. Ouais, enfin je sais qu'après j'ai plus de prédation. Il y a les étoiles de mer, les bigorneaux perceurs, les crabes, les dorades royales, qui nous mangent pas mal d'huîtres. Mais le vibrio... Le vibrio asterianus, non. Enfin, j'ai pas eu une mortalité qui serait due à ce vibrio. Comment ça se fait que vous y échappez? Je pense que l'huître est naturelle, elle est plus résistante tout simplement. Je pense que la nature est bien faite. Ça c'est superbe ça.
charnu, ça va être goûté en bouche. J'adore ça. Super bon. J'adore ces huîtres. Ah, une belle nacre, enfin, plein de belles choses sur l'huître. C'est meilleur qu'une triploïde? Je sais pas, je ne mange pas de triploïde. De retour sur son bateau, Yvonique doit maintenant semer les huîtres qu'il a triées. Et sur un autre carré, il devra ramasser celles qui sont commercialisables. Là, la drague, on la met à l'eau. Et donc la drague va tomber à l'eau, va ratisser le sol et on va draguer les huîtres. Hop là, on est dans le parc, donc la drague tombe à l'eau. Ouais, je sais qu'elles sont belles ici. Hein. Les huiles, là, il y a une belle pousse. Non, j'ai pas de souci de vibrio sur mes huîtres. Mes huîtres naturelles nées en mer, élevées sur le sol, j'ai pas de souci de vibrio. Ah, on le voit d'ailleurs, non? Il n'y a pas beaucoup de... Non. Bon, il y a toujours un petit peu de coquilles dans le cycle de production, mais enfin, ce ne sont pas les mortalités dues au vibrio que connaissent les producteurs de triploïdes l'été dès qu'ils manipulent cette huître-là. Comme Yvonique, ils sont un peu moins d'une centaine d'ostréiculteurs de tous les bassins français à s'être regroupés au sein d'une association, les ostréiculteurs traditionnels. Ils prônent l'élevage des huîtres nées en mer et non en écloserie, et ne veulent pas entendre parler des triploïdes. À l'occasion du Salon national de Vannes, les ostréiculteurs traditionnels font le point sur la procédure qu'ils ont engagée contre Ifremer au tribunal de Rennes. Ils reprochent à l'organisme d'État le développement de biotechnologies sans en mesurer les conséquences. Mais le combat est inégal. Si on ne se bagarrait pas, si l'avenir est à l'huître triploïde, c'est le monde selon Monsanto. Si, enfin je veux dire, élever des huîtres stériles pour qu'il n'y ait plus de captage naturel, pour qu'on aille supplier les écloseries chaque année pour avoir du naissin d'huîtres stériles, si c'est ça l'avenir de la profession, moi je disais, j'ai d'autres valeurs dans la vie, j'ai un autre monde à laisser à mes enfants, à mes petits-enfants, aux enfants des autres. Donc si on ne se bagarre pas, c'est triste. Enfin, c'est un cas de conscience. Alors, on a des boutiques à faire tourner. Maintenant, est-ce qu'il faut vendre son âme au diable? Moi, je ne le pense pas. Si l'huître triploïde provoque la discorde, c'est aussi parce que beaucoup dénoncent le rôle ambivalent de l'Ifremer. À la fois juge et partie, l'Institut fournit les mâles tétraploïdes en les vendant aux écloseries. Et c'est aussi l'Ifremer qui a en charge le contrôle et la qualité des produits de la mer. Une situation intenable pour l'organisme d'État. Le lendemain matin, nous retrouvons Yvonique sur le marché d'Aradon. C'est la période des fêtes. Les clients se bousculent devant son étal. J'ai fait la démarche de me positionner comme anti-triploïde. Juste pour dire, chez moi, il n'y en a pas. J'ai une clientèle, entre autres une belle partie de ma clientèle qui vient chez moi parce que je ne fais pas du triploïde. On n'a pas le droit de l'afficher. En France, il y a des normes comme ça. J'ai pas le droit d'afficher huîtres naturelles. Moi, mes huîtres, elles naissent en mer. Et elles sont élevées en mer. La répression des fraudes m'interdit d'afficher huîtres naturelles. Je peux mettre huîtres nées en mer. Ils ne peuvent pas m'attaquer là-dessus. Mais le terme huîtres naturelles, j'ai pas le droit de le mettre. Monsieur est pour l'affichage des huîtres triploïdes sur les étals. On a fait connaissance il y a quoi, une semaine, 15 jours? Et monsieur ne trouve pas normal que les huîtres triploïdes ne soient pas affichées pour la clientèle. Au niveau du public, là pour Noël, il y a des milliers de gens qui vont consommer des huîtres génétiquement modifiées sans le savoir. Donc, et très très peu d'études sont faites là-dessus. Car dans cette affaire, il y a huîtres et huîtres.
celles nées en écloserie dont font partie les triploïdes, et celles nées en mer. Pourtant, elles sont vendues sans distinction dans le commerce. Pas d'obligation d'affichage, ni d'étiquetage. Car l'huître triploïde n'est pas considérée comme un nouveau produit, ni comme un OGM. Et dans l'assiette, elle est excellente. Nous sommes à Vélizy, dans la plus grande poissonnerie d'Europe. C'est jour d'affluence, à 48 heures du réveillon. Kamel, le responsable poissonnerie de cet hypermarché de la région parisienne, est sur la brèche. Tu peux me recharger la petite crevette qui est là-bas, s'il te plaît? Chargez. Il est attentif aux moindres détails. Sandre, si tu peux me juste repiquer les pics prix. Là, t'en as qui commencent à se tomber, s'il te plaît. Car l'essentiel de son chiffre d'affaires est réalisé pendant les 15 derniers jours de l'année. 40 tonnes d'huîtres sont vendues ici, pour un peu plus de 250 000 €. Mais les particuliers savent-ils vraiment ce qu'ils achètent? Pas toujours. Ça, c'est de la 3. Ça, c'est de la 3. Oui. Ça, c'est de la 2. Oui. Non, mais la 2 est un peu plus laiteuse que la 3. Laiteux, monsieur? Oui, oui. Vous avez dit laiteux? Oui, oui. Laiteux, monsieur, c'est exclusivement en été. Quand elles sont laiteuses... Alors, vous confondez peut-être avec charnu. Charnu ou laiteuse, numéro 2, numéro 3, de Normandie ou d'Arcachon, triploïde ou sauvage. Impossible pour le consommateur de s'y retrouver. Celle-là, je ne la connais pas. Ça se trouve, c'est celles-ci qui sont en exposition. Alors, c'est quoi? C'est les quoi qu'il y a une médaille On d'or? est sur une huître plate médaillée 2014. Alors C'est une huître direction belon. Absolument, il y en a une douzaine. C'est des belons? C'est de la belon. Vous avez une étiquette sanitaire qui est là. Vous avez toujours cette date de conditionnement. Cette date de conditionnement, elle est très très importante. Pourquoi? Parce qu'elle va vous dire jusqu'à quand vous pouvez consommer les huîtres. Vous avez toujours les 3 premiers jours à partir de la date de conditionnement. Là où on appelle ces 3 premiers jours-là la saveur saline. Parce qu'elles sont toujours imprégnées d'eau de mer. Et vous avez toujours cette impression, cette sensation de boire la tasse quand on prend ces huîtres très fraîches. Une huître, elle est bonne à partir du 4e jour, jusqu'au 9e. On appelle ça voilà, les jours top saveur. Et c'est là où elles sont meilleures. Pourquoi? Parce qu'elles se sont régénérées. Elles ont leur propre eau, elles ont leur propre... Voilà, ce sont des huîtres nickel. Au bout du 9e jour, vérifiez la vivacité de l'huître, ça c'est super important. Bon, ça c'est bien ça. Les yeux clairs, c'est bien. Pour les non-initiés, toutes les huîtres se ressemblent. Et pourtant, certains leur trouvent des différences. Comment reconnaître le terroir d'une huître à travers son goût? C'est le travail de Bruno Gauvin, meilleur ouvrier de France, poissonnier et caillé. Donc là, ça va être le cours d'ouverture, et on va les déguster. Une fois par semaine, rue Le Pic, il dispense des cours de dégustation d'huîtres. Mais avant de la croquer, il faut d'abord savoir l'ouvrir. On va éviter tout ce qui est couteau avec garde. Ça, vous les mettez à la poubelle, c'est pas la peine. Tous ceux qu'on a dans les tiroirs. Avec des gardes autour. Avec un rond qui garde ta main, là. Il y a une façon de tenir son couteau. On va le prendre au bout, en fait, le plus loin possible du manche et le plus près possible de la pointe. On ne met pas de torchon. Le fait de mettre un torchon, vous avez moins de dextérité dans le geste. L'objectif, c'est d'aller toucher et de couper le tendon. Le tendon, il est aux 2 tiers. Donc, 1er tiers, 2e tiers. Et c'est finalement ma main gauche qui fait le travail. Ma main droite, elle ne force plus. Et, voilà. Et je vais aller toucher le tendon. Et là, j'ai senti que l'huître, elle se relâchait. Arrivé à ce moment-là, je vais mettre de mon pouce, là, de la main gauche, qui va maintenir l'huître ouverte. J'évite de faire trop levier, parce que sans ça, je vais casser le bord de l'huître. Et là, mon huître, normalement, est ouverte. Donc je suis censé mettre là. Voilà, c'est approximatif. C'est pas gagné. Hein. Voilà. Génial. Oh, vous verrez trop. C'est magique. J'ai chez toi, Sabine, parce que j'y arrive toujours pas. Voilà, super.
la mobilette, et je raconte en haut. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Narguer mon mec, lui dire que je peux moi aussi ouvrir des huîtres. Du coup, ça va être génial, on va pouvoir bouffer des huîtres entre copines, on n'aura plus besoin de mecs, ça va être encore mieux. Moi, je la trouve... je trouve qu'elle caresse le palais. Hein. Oui. Elle caresse le palais, vraiment. Entre le salé et le sucré derrière qui arrive comme ça, et puis la douceur à la mâche, hein, quand on mâche, c'est une espèce de velours délicieux et frais aussi qui vous descend au fond de la gorge. Voilà. C'est comme un vin, hein, selon les années, il y a des crus, il y a... c'est ça qui est extraordinaire. Il y a 7 terroirs. Hein, 7 régions en France, on va dire il y a 7 terroirs, et c'est vraiment marqué. C'est vraiment marqué. Mais c'est pas figé dans le temps. C'est ça qui est extraordinaire, quoi. Et en plus, les ostréiculteurs travaillent toujours leurs produits, les améliorent. Voilà, c'est du bonheur concentré dans une petite coquille. Mais quand on aborde l'huître triploïde, il y a comme un léger malaise. Je ne suis pas intéressée à ce sujet-là et je ne sais pas quelles conséquences ça peut avoir sur ce que j'aime déguster au travers des produits. C'est pas le sujet du cours. Voilà. Nous, on est là pour déguster, savoir ouvrir une huître. Voilà, on est là pour ça, nous, aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'ils ont mangé la huître? Je ne savais pas. Non, on ne sait pas. Sûrement, oui, mais nous, on a une totale confiance dans les producteurs, dans les ostréiculteurs. C'est là, ouais. À quelques centaines de mètres d'ici, Florent, un producteur d'huîtres de Méditerranée, se rend chez Guy Savoie, le célèbre chef 3 étoiles. Il est accompagné de sa fille Florie pour présenter sa cuvée 2014. Les spéciales Tarbourièche, des huîtres haut de gamme, triploïdes, parmi les plus chères de France, 5 € pièce. On va le sticker là-dedans. Voilà. Toujours la belle nacre. Hein, le blanc. Blanc rosé, là, c'est beau. C'est beau, hein. Le gros muscle, toujours pareil. Et après, le goût, c'est les chefs qui décident. Là, tu as tous les goûts. Alors, le muscle, quand tu arrives sur le muscle assaisonne l'huître. Au-delà d'une consistance, on est vraiment dans je dirais dans ce qu'on imagine une protéine, quoi. On mord dedans, donc c'est charnu, et surtout il y a une complexité, mais une complexité dans la finesse. Puis après, bon, quand on voit dans quel écrin, parce que je crois que c'est le mot qui convient, car vous voyez la qualité de cette nacre et la grosseur du muscle, hein, on se dit que cette bête, elle a eu la belle vie, quoi. Au début, quand j'ai attaqué ce marché des chefs, c'est-à-dire le marché exigeant en termes de qualité, j'ai arrivé avec la plus belle des huîtres de Bouzigues que je puisse faire, c'est-à-dire les plus belles, avec le maximum de passion. Ça suffisait pas, quoi. L'exigence, elle était au-delà de ce que j'étais capable de produire. D'où l'idée, finalement, de leur donner des conditions de vie encore plus compliquées, un peu plus difficiles. Et la marée solaire est née de ça, en fait. Si Florent Tarbourièche voit la vie en rose, c'est grâce à son idée. Un procédé de son invention breveté qui reproduit artificiellement le cycle des marées en Méditerranée. Nous le retrouvons quelques jours plus tard sur l'étang de Thau en compagnie de son fils. Ces huîtres fixées à des cordes vont et viennent au rythme des marées artificielles. Les filets sont suspendus, donc ils sont accrochés à ces barres. Elles sont, ces mêmes barres, alimentées par des petits moteurs qui vont les faire tourner en rotation et en s'enroulant. Bon, en s'enroulant, on fait des tours autour de la perche et automatiquement les filets montent, quoi. Stressés par les sorties hors de l'eau, les huîtres font des réserves et deviennent plus charnues. Ce système révolutionnaire fonctionne à l'énergie solaire et se pilote depuis un simple smartphone. C'est vrai qu'on pourrait laisser tourner les cycles en automatique, mais quand même l'homme est là pour dire il fait beau, il fait mauvais, c'est bien, c'est pas bien. Je veux dire que journalièrement, l'action qui déclenche les exodations, donc les recettes, c'est l'homme qui appuie. Surtout ce qu'elles ont, en plus d'être bonnes. Voilà.
elles ont déjà cette mâche, c'est-à-dire Elles sont texturées. voilà, cette texture qui diffère vraiment. Une huître qui va grandir trop vite et qui va finalement se consacrer à faire de la coquille rapidement. Donc elle n'aura pas cette mâche, elle n'aura pas cette texture. Et surtout ce qu'on a, c'est ce qui fait la grande différence aussi, c'est vraiment une belle nacre. Et plus on va les laisser à l'air libre, ressortir à l'air libre, rentrer dans l'eau, elles vont faire des couches de nacre pour rester étanches en fait, pour vivre finalement suspendues sur des fréquences longues. Et c'est ce qui les rendra très très belles finalement, bien plus belles que les autres huîtres au moment de la récolte, quoi. Grâce à son invention, Florence est placée sur le marché des huîtres haut de gamme vendues à Hong Kong, en Chine et en Russie, et qui peuvent atteindre plus de 8 € pièce. Plus à l'ouest, sur le bassin d'Arcachon, Denis Belloc continue de surveiller ses huîtres sur son parc du Cap Ferret. Il élève aussi bien des triploïdes que des huîtres naturelles. Bon, là, il y a un peu d'espoir quand même. Hein. C'est pas... Ouais. Bah, disons que là, les survivantes commencent à avoir une taille intéressante. C'est-à-dire qu'elles devraient arriver, je pense, et si ça continue comme ça, on devrait les avoir à la vente à Pâques prochain. Donc avant, a priori, je dis bien, ce sont des suppositions, avant le prochain épisode de la mortalité qui se situe toujours en plein été. Donc peut-être que là, il y aura un peu de stock à vendre dans quelques mois. Je le souhaite. Et Noël, vous voyez ça comment ? Noël, en décembre, cette année encore. En ce qui concerne les huîtres, je n'ai absolument aucune visibilité. Voilà. Là, pour le coup, là, on n'a pas de... J'ai aucune idée de ce qui va se passer à Noël. Donc on verra. Alors, en attendant le Père Noël, Denis a dû se diversifier pour sauver son entreprise. En vendant des huîtres dans sa cabane du Mimbeau, là où a été tourné le film Les Petits Mouchoirs. Oh putain, ils sont à jour les écaillés, vous me faites plaisir. 10 douzaines de 3 pour la maison Saul sur le bateau, à livrer là-bas sur le bateau. 2 plateaux de 5. Denis, Oui. c'est rare les ostréiculteurs pour le sourire. Ah, c'est les années où effectivement on profite des petits moments de bonheur. C'est pas tous les jours fait, faut pas croire. Hein. Et quand il s'agit d'attirer le chaland, Denis a beaucoup d'imagination. Installer un groupe de rock local sur un bateau ostréicole, cela ne s'était jamais fait sur le bassin d'Arcachon. Ce qu'on voit là, c'est essentiel pour un ostréiculteur aujourd'hui pour survivre. Pour pouvoir survivre aujourd'hui, de toute façon, il faut qu'on change de métier, nous, Arcachon. Voilà, sur le bassin d'Arcachon, c'est très très compliqué la production. Donc c'est la terrasse aujourd'hui qui fait vivre l'entreprise, voilà, tout simplement. Donc après, il faut faire vivre la terrasse, voilà. Ça n'empêche pas d'aller au parc, ça n'empêche pas de continuer à travailler les huîtres. Il faut qu'elles soient belles, parce que c'est bien de faire le bozo sur une terrasse. Mais si on n'a pas un joli produit, en particulier ici, parce qu'on a une clientèle très exigeante, voilà, on n'a pas le droit de se louper, il faut que ce soit beau, que ce soit bon, et après ça marche, voilà, tout simplement. Hein. Ça veut dire que voilà. sans elle, vous ne seriez plus là, sans la terrasse. Ah, sans la terrasse, c'était très très complexe. Voilà, très complexe. On a perdu 120 tonnes d'huîtres l'été dernier, cette année on doit être à 50 tonnes, au jour d'aujourd'hui je parle, donc pas beaucoup. On est trop bien à la cabane du Mimbeau. Sur le bassin d'Arcachon, l'année dernière, près d'un tiers des ostréiculteurs ont ouvert une dégustation pour sauver leur exploitation. Si l'herpès-virus et les bactéries qui déciment les huîtres sont inoffensifs pour l'homme, ils n'ont toujours pas d'antidote. Le coquillage finira certainement par s'adapter aux maladies, mais les ostréiculteurs, eux, auront du mal à survivre. L'huître est souvent comparée à l'abeille des mers. Sa mortalité est d'autant plus inquiétante que le coquillage est souvent une sonnette d'alarme de la qualité des océans. Enfin, la science est-elle allée trop loin dans sa manipulation du vivant?
Plus qu'une histoire de goût, c'est une histoire d'éthique. Et les enjeux sont bien évidemment économiques. Les ostréiculteurs veulent vendre plus, et toute l'année. Les écloseries aussi. L'Ifremer, lui, vend aux écloseries des huîtres, permettant de fabriquer des triploïdes. Tout le monde y trouve son compte, sauf peut-être la nature.